Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice au pays des femmes. Comme Alice, me voici au départ d'un voyage. Non pas au pays des merveilles, mais au pays des femmes. Pas de lapin blanc à suivre, mais bien des interrogations, des échanges, un partage autour de réflexions sur et avec le deuxième sexe. Comme l'appelait Simone de Beauvoir. Chaque épisode met une femme à l'honneur et pendant environ 45 minutes, on discute du rapport au corps, de sexualité, de relation à l'autre et de bien d'autres choses. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube Delphine Robin. Pour ce nouvel épisode d'Alice au pays des femmes, nous allons à la rencontre de Zoé Sauvage, autrice et illustratrice de bande dessinée. Dans cet entretien, on va parler du parcours de Zoé, comment elle est passée d'une formation scientifique à autrice et illustratrice de bande dessinée. Et vous allez voir que tout n'est pas totalement déconnecté. On va également parler d'écologie, de féminisme, de maternité, de complexe et notre envie de ressembler aux autres. Nous allons également échanger autour d'une émotion souvent jugée négative, la colère, et comment celle-ci peut devenir une force pour avancer. Encore un grand merci à Zoé pour ses douces confidences. Vous retrouverez dans les liens du podcast quelques références citées dans cet entretien, ainsi que des liens pour retrouver et suivre le travail de Zoé. Je vous souhaite à toutes et tous une belle écoute. On aura une mouche sur le fond sonore. Tu veux que je la bute? Non. Non, ne tue pas les insectes. Bah, moi, c'est les seuls que je tue, c'est les moustiques et les mouches. Bon, d'accord, les moustiques, je suis d'accord. Même moi qui ai peur des araignées, je bute plus les araignées. Je sais à quel point c'est nécessaire, alors je prends sur moi. On va y aller. Ça se trouve, j'aurais déjà commencé le podcast à ce moment-là, du coup. Ok. Je sais que je la bute. Ça commence bien. Très écolo, la meuf. Bonjour Zoé. Bonjour Delphine. Oui, à chaque fois, ça me fait rire parce qu'on se dit bonjour. Alors que là, vraiment, on a passé quelques heures ensemble. Oui. Ça va? Ça va très bien. Très très bien. Je suis contente de te parler aujourd'hui. Et bien, moi, je te propose que tu commences par te présenter. Ok, alors moi je suis autrice de bande dessinée et illustratrice, mais seulement depuis 4 ans à peu près. J'ai un long parcours où j'ai tenté plein de choses différentes et à l'origine j'ai une formation scientifique. Donc 5 années à la fac en sciences du vivant et à la fin en master c'était plutôt comportement animal, écologie, évolution des espèces. Voilà. Et ensuite j'ai voulu donc me lancer plus dans la vulgarisation scientifique comme on dit. Et donc j'ai fait plusieurs choses dont des projets audiovisuels par exemple, un documentaire animalier, un projet de dessin animé pour enfants sur la nature qui s'appelait Les Starbés de la nature. Et ça, c'était chouette. Pendant 2 ans, on a développé ça avec toute une équipe d'une boîte de prod d'animation. Moi, j'étais plutôt là en autrice littéraire et puis j'avais une copine pour dessiner les personnages et tout ça. Et finalement, ça n'a pas été acheté par la télé, mais ça nous a vraiment... ça nous a fait vivre, passionner pendant 2 ans. C'était vraiment chouette comme expérience. Et voilà, ensuite je me suis plus retournée vers le dessin, la peinture, l'art contemporain comme on dit. Et finalement, la BD, donc il y a 4 ans. Et j'ai fait mon premier livre sur 2 ans, les 2 dernières années, voire plus. Et il vient de sortir en septembre. Donc je suis très contente, c'est un roman graphique de 300 pages. Voilà, qui s'appelle Les Faits scientifiques. Oui, j'allais dire le titre. Et qui est très, 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 très bien. Et je vous mettrai d'ailleurs les notes dans le podcast pour, si vous voulez, acheter ce roman graphique que je vous conseille ardemment. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour passer vraiment de je vais faire des recherches scientifiques à ok, en fait, je vais faire de la vulgarisation scientifique. Et en plus, par le prisme de l'illustration. Moi, j'ai toujours dessiné, créé, depuis que je suis petite.
J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ça aussi, qui m'ont même poussé à le faire en m'inscrivant à des cours de dessin, tout ça, depuis que j'ai 7 ans à peu près. Donc, une fois, j'avais demandé à mes parents, en passant devant un cours de dessin à Paris, il y avait en fait une baie vitrée, je voyais les élèves avec leurs blouses et leur peinture à l'huile, et avec au centre de la pièce une nature morte qui peignait de façon très sérieuse. Ça m'a fait un choc, je me suis dit je veux faire ça aussi. Et j'ai eu la chance de faire ce cours. Et après j'en ai fait d'autres. Et j'ai jamais arrêté de dessiner, quoi. Et c'est pas resté un truc d'enfance, quoi. C'est vraiment, ça m'a suivi. Par contre, la science, en fait, c'est pas la science qui me passionnait. Enfant, c'était plutôt la nature. Les insectes, les plantes que j'observais beaucoup, que je dessinais, du coup. Et donc, c'est mes 2 grandes passions. Et après avoir fait un bac S, parce que j'adorais les sciences du vivant, j'ai un peu cherché, j'ai commencé par de l'art appliqué, parce que je savais pas trop ce qu'il fallait choisir. Moi, je voudrais bien les 2, mais il fallait bien choisir, apparemment. Finalement, je suis retournée vers les sciences, donc à la fac. Et par contre, à force de faire des stages et des choses comme ça, je me suis rendu compte du vrai métier de chercheur et que ça correspondait pas tant que ça à ma personnalité, qui est quand même peut-être plus... je suis passionnée de plein de choses, mais j'ai du mal peut-être à me concentrer sur un seul sujet et l'explorer à fond, et le détricoter, l'étudier à fond. Je suis plutôt touche à tout et je butine de partout, les idées, les découvertes, tout ça. Et du coup, je me suis dit, arrêtons là, on va pas faire une thèse alors que ça ne m'ira pas, quoi, je le sais. Donc finalement, la vulgarisation, ça m'est venu pour faire une sorte de mix en fait de ce que je sais faire et de mes passions, quoi. Et donc ça n'a pas commencé par le dessin tout de suite, parce que je me sentais pas peut-être assez sûre de moi pour tout faire de A à Z seul, le dessin, que ce soit dans une animation ou autre chose. Plus, voilà, les concepts, les histoires, tout ça, je voulais bien l'apporter. Et du coup, l'audiovisuel, c'était sympa pour ça, c'est que je gérais les images et la réalisation, le fond et tout au début, et le dessin animé, c'était ça aussi, c'était plutôt le fond, et la forme un peu moins, avec des idées, bien sûr, avec d'autres collaborateurs, mais voilà, j'étais pas seule à faire mon truc dans mon coin, et finalement, la BD, c'est venu sur le tard, mais c'était en fait au bon moment, je pense, où je me sentais assez sûre de faire tout, l'ensemble, le dessin, l'image, le fond, la forme, les histoires, tout ça ensemble, quoi. Je me sentais assez sûre de moi pour ça, sûrement. Voilà. Et donc tu disais que déjà enfant, donc t'aimais dessiner. Et t'étais comment quand t'étais enfant ? Comment j'étais ? Une petite fille un peu timide, je pense. D'apparence en tout cas. Bien sûr, dans ma famille, j'étais pas timide. Peut-être introvertie, mais dans le monde extérieur, carrément timide. Et très discrète, très dans la contemplation, l'observation. J'aimais bien prendre le temps, voilà, pour un peu jauger les situations. Et voilà, je fonçais pas droit devant. J'étais pas une grande exploratrice et une aventurière, quoi. J'aimais bien être dans un endroit que je connais, sécure et tout ça, avec la famille, les amis et tout. Et voilà, après, j'étais pas très sûre de moi. Je me comparais beaucoup, je pense que c'est venu tôt, quoi, de me comparer aux autres, de me dire que j'étais pas normale, que ma famille n'était pas assez comme ci ou comme ça, et donc moi non plus. Et je voulais correspondre à un modèle, en fait, de mes copines, surtout, je pense. Parce que à un moment, j'étais dans une école catholique, privée. Mais en vérité, c'était pas si dur, si bizarre, si en décalage avec
avec moi, parce que c'était une école assez libre, en fait, dans son esprit. C'était... Franchement, il n'y avait pas déjà que des catholiques dedans. Il y avait aussi quelques musulmans. Et d'autres peut-être, mais alors ça, je sais plus. Et puis, on n'était pas obligé d'aller à la messe, on n'était pas obligé de faire du caté. Il n'y avait pas des prières à l'école, des trucs comme ça. C'était quand même pas du tout ce genre d'école. Mais par contre, les familles, quand même, dans la plupart des cas, c'était quand même bourgeois, parisiens. Pas forcément très riches, mais bourgeois catho quand même. Donc je voyais mes copines avec le serre-tête en velours, les petites chaussures vernies. Pour certaines, vraiment, un peu. Et je voulais leur ressembler, alors que mes parents ne sont pas du tout comme ça. Ils comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est horrible. Quoi, un serre-tête en velours? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Mais voilà, donc je voulais vraiment rentrer dans une norme, quoi. C'était terrible, j'y arrivais pas. Donc, bon, par l'apparence, j'y arrivais des fois et tout. Mais du coup, j'étais frustrée de ne pas arriver à cette normalité-là. Voilà. Donc, il y avait ce mal-être comme ça, d'être hors norme. Et donc, j'ai un peu tout fait après, même jusqu'à l'adolescence, pour être normale, quoi, entre guillemets. Et ça a changé, ça, avec l'adolescence? C'est pire à l'adolescence. Il y a le corps qui change, on a tous les complexes corporels qui apparaissent qu'on n'avait pas enfant. C'est donc pire, souvent. Hein. On voudrait être comme les copines, encore une fois, mais moi j'avais que des copines très petites, par exemple, et qui avaient des corps un peu de femmes déjà, alors que moi j'étais une grande chose, pas du tout formée, on va dire, qui a eu des seins très tard et tout. Donc c'était un peu. Je me sentais encore plus anormale qu'avant, presque. Et pareil, j'aurais jamais pu atteindre le physique que j'aurais voulu, parce que ça aurait été impossible. Donc c'était un peu désespérant, quoi. Et donc voilà, j'étais voûtée, le dos voûté, pour avoir l'air plus petite. Voilà, j'aurais voulu être moins maigre, alors je savais pas quoi faire. J'essayais de manger plus, mais en fait, je pouvais pas manger ce que je voulais chez moi, parce que ma maman, elle faisait pas les courses forcément que je voulais, ce qui est normal. Par contre, après le lycée, je suis partie de chez moi. Ah, ça y est, je me suis vengée. Ouais, j'ai pris 10 kilos en 6 mois, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense que je mangeais pas assez, de toute façon, ado, en fait. Et j'ai atteint un poids normal, en fait, tout simplement. Enfin, j'ai l'air un peu plus remplumée, un peu plus normale. Et voilà, après, les complexes sont restés, hein, tous les autres complexes. Hein. C'était une liste assez interminable, on va dire, je sais pas, d'auto-flagellation sur, je sais pas, les oreilles trop grandes, les mains trop grandes, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, le nez trop grand, toujours trop grand, des choses trop grandes souvent. Et puis en fait, maintenant ça va mieux quand même, après un long parcours là-dessus. Et qu'est-ce qui a fait que du coup ton regard a changé par rapport à ton corps? Parce que ton corps, alors certes, en grandissant, forcément il y a des choses qui ont évolué, mais ça reste quand même plus ou moins le même corps, surtout la fin de l'adolescence, jeune femme. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, c'est ok en fait? Ouais, je pense que c'est la vision que j'ai eue dessus qui a changé. J'ai pas changé grand-chose, en effet, physiquement. J'ai surtout changé ma vision du truc, c'est-à-dire peu à peu, je sais pas, c'était pas forcément conscient, mais pendant quelques temps, mais j'arrivais à plus m'assumer sur certaines choses, peut-être en côtoyant des gens différents aussi, en voyant que chacun a ses complexes, que en fait il y a personne de vraiment normal entre guillemets. Mais c'était très long, hein, tout ça, c'est vraiment des dizaines d'années. Et dernièrement, quand même, depuis, on va dire, 7 ans, on va dire, à peu près, c'est un peu le féminisme qui m'a ouvert les yeux sur ça. C'est-à-dire que c'est devenu plus conscient. Genre un vrai travail de... c'est vraiment énervant et même ça me rend... Enfin, j'étais presque en colère, même j'étais en colère de voir
que pourquoi moi je m'empêche des choses ou je me flagelle sur des choses physiques, sur mon physique et tout, alors que je sais pas, plein d'hommes en ont rien à faire. Je voyais bien des copains qui sont pas très beaux ou qui voilà, mais qui s'assumaient complètement, qui en avaient rien à faire et qui étaient bien dans le monde, et j'étais là, c'est dégueulasse, c'est injuste. Et en fait ça me rendait tellement énervée que je me suis dit je veux plus moi, que ce soit moi qui m'empêche de vivre, je veux leur ressembler et me dire bon bah je suis pas très belle ou je sais pas quoi, je me trouve pas très belle mais je m'assume et je m'en fous en fait, je regarde les autres. Donc c'est plutôt le féminisme, en sachant que ça vient d'un gros système qui m'entoure et que c'est pas moi qui me suis dit je suis moche, ça vient pas de moi, c'est toute la société qui me fait croire ça en fait. Et là, comme c'est tellement injuste, en réaction, c'est je veux arrêter ça en fait. Je veux vraiment sincèrement arrêter ça et vivre une vie normale, comme n'importe quel mec par exemple qui s'assume tranquille, il fait sa vie et il se pose pas un milliard de questions avant de sortir de chez lui quoi. Qui se maquille pas des heures et qui se fait pas des coiffures. Ouais, j'ai changé de tête pendant j'ai fait plein de coiffures différentes. Beaucoup de temps ouais, à m'occuper de mes cheveux, à changer de tête et tout ça. Et j'étais ouais, c'est fun, j'aime bien changer de tête, mais en fait, ça venait aussi un malaise, je pense, face au regard des autres. Et même ça, j'ai arrêté, j'ai mes cheveux couleur naturelle. Je les laisse pousser, je vais pas chez le coiffeur, je me les coupe moi-même. Je m'en fiche de tout ça maintenant, quoi. Donc c'est une libération, quoi. Et ouais, je pense que c'est par la colère, du coup, je pense, plus qu'autre chose. Et le féminisme, qui m'a bien aidé là-dessus. Parce que si tu dois juste décider, je m'assume pas, je décide que en fait c'est du bullshit et je m'assume, je sais pas si ça suffit, quoi. C'est pas juste une décision comme ça. Je pense qu'il faut un truc bien plus vénère derrière, un peu plus engagé, même politiquement presque. Enfin, moi j'avais besoin de ça en tout cas. De savoir que je suis pas la seule et que c'est vraiment, si je fais ça, c'est pas que pour moi, c'est pour changer des choses profondes dans la société, quoi. Voilà. Et t'as encore cette colère ou elle s'est affaissée un peu? Non, bah, c'est par période. Il y a des années plus. Où je suis un peu plus en colère et d'autres plus calmes et plus tranquilles. Mais ouais, la colère, ça me tient quand même. Même pour l'écologie, on voit tout ce qui se passe, comment on maltraite la planète et tout, et que ça continue. Malgré les pourparlers, les réunions des gouvernements entre eux, les blabla dans tous les sens, il se passe quand même rien. Bah ça me met vraiment en colère, quoi. Et sans la colère, je pense que on ferait rien. Si c'était juste de la déprime et tout, il se passerait rien comme réaction. Et ceux qu'on voit qui réagissent, quoi. Je sais pas, ceux qui font de la désobéissance civile ou des actes militants vraiment radicaux, c'est surtout grâce à leur colère, quoi. Donc je pense qu'elle est bénéfique. Et moi aussi, si j'ai fait un livre où il y a une part bien engagée côté écolo, c'est par colère, quoi. C'est pas juste il faudrait changer, ce serait bien, tout est beau, si on change de cette façon-là, tout ira mieux. C'est vraiment, d'ailleurs il y a des scènes dans ma BD où il y a pas mal de colère, quoi. Oui, moi par exemple, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est, et je me suis dit mais waouh, c'est vraiment comment moi je me visualise quand c'est comme ça. C'est qu'à un moment le personnage principal a des nuages noirs autour, avec plein de mots qu'on peut se marteler et se répéter, et souvent pas les mots les plus agréables, on va pas se mentir. Et vraiment je me suis dit mais c'est exactement l'image que j'ai de moi quand je fais ça. Et du coup ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a beaucoup parlé, et je me suis dit bah oui, en fait il y a aussi des injonctions qu'on se met soi-même et qu'on se répète. Et alors il y a la société qui agit énormément, mais comment à force on est conditionné pour soi-même en fait se remettre un coup derrière la tête, quoi. Ouais, ça devient intégré à toi-même. Tu t'auto-censures, tu t'auto-flagelles alors que t'as rien fait, quoi. C'est juste c'est le système qui te pousse à penser comme ça, quoi. Et quand mon personnage se rend compte que ces nuages de rumination viennent pas vraiment d'elle, en fait, que c'est pas un truc inhérent à elle, que c'est pas elle qui a un problème toute seule dans son coin, que c'est vraiment systémique, et là elle pète un câble, quoi. Elle est hyper en colère et en fait se rend compte de l'arnaque.
Et là, voilà, ce nuage de rumination, il commence à s'éloigner parce que il se détache de plus en plus d'elle, parce qu'elle voit que c'est pas elle, que c'est pas son ego, sa petite personne. Et je pense que ça vient aussi du côté très, je sais pas si c'est français, mais de tout psychologiser, de tout analyser, point de vue psychologique ou psychanalytique, de se dire ça vient d'une source personnelle, ancienne, un noyau interne à la personne, et pas de la société ou de l'environnement, ou je sais pas, un truc très global, même mondial, tu vois. Genre, l'éco-psychologie, c'est un truc qui m'a vachement intéressée. C'est en fait de montrer que l'écologie, ce qu'on en fait, ce qu'on fait de la planète, comment on s'est détaché de la nature, comment on l'a exploité et tout, influe en fait sur nos psychologies au quotidien, nos dépressions, plein de problèmes qu'on a, et que c'est pas que de nous-mêmes ou de notre famille ou de nos petits trucs très personnels, ça vient d'un truc très global, de comment on maltraite la planète et comment on maltraite nos relations avec le reste du vivant, avec les autres et tout. C'est dur à analyser, c'est beaucoup moins facile que de dire ah vous avez un traumatisme lié à l'enfance. C'est vachement plus vaste et difficile de décortiquer ça, mais moi j'y crois à fond, c'est sûr que ça vient de... On parle d'éco-anxiété, mais ça dépasse ça, c'est vraiment... on maltraite tout le monde, tout le temps, enfin forcément ça a des impacts sur les gens, c'est pour ça qu'il y a plus de dépression, enfin, c'est... oui, en effet, l'écologie, ça peut être que déprimant et choquant et traumatisant ce qu'on en fait, c'est juste c'est dur de mettre des mots dessus, de savoir que ça vient de là, mais les gens, tout le monde est sensible à ça en fait. De voir comment on traite la planète, c'est de voir tout autant que l'on maltraite les vieux, les enfants, enfin on maltraite les plus vulnérables, et tout ça, ça rentre en nous et ça nous fait déprimer tous parce qu'on est des êtres sensibles, quoi. Et c'est pas que parce que quand on était petit, on a eu la sensation d'abandon à tel moment. Ça, c'est du bullshit. Bon, pour certains, oui, c'est vraiment de la maltraitance, des trucs très graves et tout, d'accord. Mais pour la plupart, je pense qu'il y a des trucs qui viennent du système, quoi, vraiment. Le système tel qu'il est, quoi. Comment il a influé sur sur notre âme même. Enfin. Et du coup, l'éco-psychologie, ça montre que la colère, elle est vraiment vitale pour réagir. Que voilà, il y a un moment, il faut que la personne, elle soit face à l'injustice, qu'elle fasse vraiment face à ça, de façon peut-être abrupte et violente, pour s'en rendre compte vraiment, et là, être en colère, parce que alors, sinon, il n'y a pas de réaction. Si on est dans le déni et que ça glisse et qu'on ne met pas de mots dessus, jamais, ça peut entraîner que des dépressions, une sorte de déni, une acceptation, sinon, il se passera rien. Alors qu'une bonne colère bien vitale, là, ça peut sauver des vies, ça peut sauver la planète. Je pense que ça passera que par ça. Et moi, j'ai une... Enfin, pas oui, forcément, j'ai plein de questions. Du coup, là, t'attends un bébé. Oui. C'est compatible avoir un enfant et l'écologie? La question. Oui, j'aime mettre les pieds dans le plat. Bah écoute, ouais, c'est une bonne question, c'est sûr. Bien sûr, je me suis posé cette question longtemps avant de prendre la décision de faire un enfant. Mais en fait, ça s'est accompagné, on va dire, d'une évolution personnelle sur ma relation à la mort aussi. De me dire, en fait, on veut toujours tout contrôler. S'il y a un effondrement, en effet, de nos civilisations occidentales, moi, ce que je pense, c'est que ça va arriver, par exemple, mais je ne sais pas quand, comment. On n'a aucun contrôle dessus, quand même, faut se le dire. Il faut tout faire pour que ça soit empêché, mais voilà. Moi, je pense quand même que ça peut que s'effondrer. Et donc, ça fait peur de faire un enfant dans un contexte pareil. Mais je me suis surtout fait la réflexion que faut lâcher un peu sur le contrôle, en fait. Que oui, on va se battre pour avoir le meilleur futur possible, mais on ne pourra pas l'assurer, de toute façon. Et puis les enfants, oui, ils vont vraiment certainement pâtir. Hein. Et nous aussi, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est que les enfants, mais on est assez jeunes et je pense qu'on va vivre des choses pas forcément fun. Et on sera tous ensemble pour se lier. Moi, je crois vraiment à l'aspect collectif et
la force de l'entraide, j'en parle beaucoup dans ma BD. Donc je me dis qu'il y a quand même des belles choses qu'il faut pas oublier sur l'humanité et que ça va pas être forcément que du mauvais. Ça va être très dur, mais il va y avoir des belles choses aussi qui vont se former grâce à l'urgence, grâce aux situations très difficiles. En fait, il se passe des miracles et des choses très belles humainement. On l'a vu, voilà, pendant des guerres, il se passe quand même des choses incroyables au niveau de l'humain, dont on parle pas forcément toujours. Mais on parle que des trucs les pires, bien sûr. Et puis aussi, face à la mort, je me dis que en fait, c'est comme tout le reste, quoi. On la contrôle pas, on sait pas quand elle arrivera, que ça fait partie de la vie. Enfin, moi, j'ai un parcours là-dessus très long aussi. La peur de la mort, c'était très constant chez moi. C'est vrai ? Ouais, j'étais hypocondriaque. Bon, pas le stade le pire, hein, mais quand même. Je faisais pas mal de crises d'angoisse, de panique. Je le montre un peu dans la BD d'ailleurs. Et ça, c'est lié à la peur de la mort, quoi, un peu. Et tu sais ce qui t'a amené cette peur ? Parce que je sais pas. Parce que c'est vrai, souvent on dit il y a un moment dans l'enfance où on en prend conscience et on se rend compte qu'on n'est plus invincible. Mm-hmm. Et que du coup, c'est là qu'on prend conscience de la mort. Mm-hmm. Et après, souvent, ça s'intègre au processus oui, bon, un jour, ça risque de s'arrêter. Mm-hmm. Mais le fait d'avoir vraiment cette peur constante, et qui souvent amène d'ailleurs à l'hypocondrie, oui. Voilà, hein, vous avez tous compris. Tu penses qu'il y a eu un élément déclencheur, ou c'est vraiment juste ça s'est alimenté petit à petit ? Moi, je pense que c'est parce que j'avais pas de clé pour appréhender la mort, donc pas de croyance spirituelle trop dans la famille. Des grands-parents croyants, cathos et tout ça, mais pas mes parents. Et donc pas de je sais pas comment dire, de béquilles face à ces moments difficiles. Et donc t'es un peu perdu, sans racines profondes spirituelles pour t'accompagner dans un deuil ou quoi. Et donc forcément ça peut amener que de la peur, quoi. Alors que si on accepte la mort en se disant qu'après il y a quelque chose, par exemple, et de savoir un peu ce que ça peut, enfin, à peu près ce que ça peut donner, déjà ça permet de mieux vivre sa vie en intégrant à cette vie la mort. Bon, sa propre mort, je pense que c'est pas le pire, c'est la mort des autres, je trouve, de ses proches. Mais en tout cas, ouais, j'ai acquis pas mal de spiritualité dernièrement, qui n'est pas forcément liée à une religion en particulier, mais par exemple avec les expériences un peu chamaniques et de psychédéliques que j'ai eues, ça m'a vachement ouvert sur la possible vie après la mort, des choses comme ça. Je m'intéresse pas mal aux expériences de mort imminente, aux histoires d'esprits et de fantômes, des choses comme ça. Et je me dis qu'il y a forcément quelque chose, on ne sait pas trop sous quelle forme et le pourquoi de tout ça, mais il y a trop de preuves en fait que ça existe à mes yeux. Et ça m'a vachement rassurée. Et par exemple, l'ayahuasca, j'ai pas encore eu d'expérience d'ayahuasca. C'est assez puissant, mais ça te permet d'accepter. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est ? Ah, mais l'ayahuasca, c'est une plante très très puissante que les Indiens de la jungle d'Amérique latine, des jungles d'Amérique latine et de la cordillère utilisent pour en fait atteindre des états d'esprit modifiés qui en fait rendent accessibles toutes sortes de connaissances sur eux-mêmes, sur le monde, la vie, le vivant, leurs relations, et tout ça sans mots, c'est surtout très visuel, donc on parle d'hallucinogène, mais voilà, c'est une plante très puissante qui se prend quand même dans un cadre chamanique, donc il y a un chaman qui chante, qui te guide, t'as les yeux fermés, c'est dans le noir, donc c'est très des pures visions, quoi. C'est pas juste ça modifie un peu ton décor autour de toi, c'est très très puissant. Et les Indiens disent que ça sépare même l'âme du corps. Donc carrément, t'as ton esprit qui vole dans l'univers et qui découvre par la vue toutes sortes de choses sur le monde. Ça, j'aimerais bien le faire, mais ça me fait un peu peur pour l'instant. Bref, ce genre d'expérience, les témoignages, c'est
des gens qui ont finalement pu accepter en fait l'idée même de mort, quoi. Que ça fait partie d'un tout, d'une logique, c'est juste un passage et je trouve ça totalement sain et j'aimerais bien l'expérimenter et pas juste lire des témoignages. Mais un jour, là je peux pas pour l'instant, mais un jour je le ferai. Je pense qu'il faut être assez prêt pour ça. Mais même en utilisant des champignons, les psylos donc, mexicains ou d'autres types de champignons que j'ai pris, déjà j'ai atteint quelque chose des fois un peu similaire. Pas aussi puissant, mais une sorte de compréhension en fait sur la vie et tout. Et la mort, elle paraît beaucoup moins étrangère et elle fait beaucoup moins peur. Et je pense que ça m'a vachement aidé là-dessus. Ouais, en effet, quand on vit ces choses-là, on est obligé de lâcher un peu de son ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est du contrôle. Contrôle sur sa vie. Enfin, c'est ce qu'on essaie, ce qu'on tente de faire pour contrôler sa vie. Et déjà, qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que une personne? Qu'est-ce qu'une unicité? Enfin, est-ce qu'on est vraiment unique? Est-ce que est-ce qu'on est seul? Déjà, on n'est pas seul. Nous, en nous-mêmes, on est un symbionte. Alors, je parle beaucoup de symbiose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de bactéries qui nous aident à digérer, des choses comme ça. Sans elles, on n'est rien. Déjà, rien que ça, moi, je trouve ça montre bien qu'on n'est pas une personne unique, seule, dans son coin. On est un ensemble d'organismes qui collaborent et qui cohabitent. Rien que ça, j'adore parce que je me sens moins seule. Et voilà, ça montre bien qu'on ne contrôle pas, quoi. Si on n'avait pas ces bactéries, ou si elles partaient d'un coup, on serait mort déjà. Ensuite, on dépend des plantes voilà, pour se nourrir, pour s'habiller, pour habiter le monde. On a besoin des autres humains, parce qu'on est une espèce sociale. Donc en fait, l'individu, c'est pas grand-chose en fait. Nous, on croit que c'est tout, tout dépend de nous d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a la pression constante, c'est qu'on est censé faire tous les choix et de tout contrôler, mais c'est faux déjà. Donc un enfant dans ce contexte-là, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, c'était vachement plus... Je sais pas comment dire. En tout cas, je vais beaucoup moins culpabiliser d'en faire un. Et je me dis, on verra bien, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer et comment. Donc je suis beaucoup moins dans l'angoisse en fait, du futur. Je suis plus dans le présent et on verra bien. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie de découvrir mon enfant, de le voir évoluer, grandir et vivre avec mon enfant, c'est quand même génial. Ça n'arrive pas à tout le monde et je pense que c'est une chance. Voilà. Et ça a changé quelque chose pour toi, la grossesse? Parce que par exemple, on parlait de tes complexes liés à ton corps. Et forcément, avec une grossesse, le corps se modifie, que ce soit interne ou extérieur. Et du coup, ça, tu l'as bien vécu? Ça va, je trouve que pour l'instant, ça va. Alors, c'est étonnant, surtout le fait de ne plus être seule, justement, de ne plus avoir son corps pour soi-même. Ça, c'est peut-être le truc le plus engageant, quoi, qui a changé le plus pour moi. C'est pas juste des petites bactéries du ventre, quoi, pour le coup. C'est une grosse bactérie, là. C'est une grosse bactérie, là, quand même. Hein. Donc c'est assez bizarre comme sensation au début, puis après ça devient agréable. Et même vraiment, c'est très intense. Moi, ça m'a rendue très heureuse de le sentir bouger les premières fois et tout. Et non, franchement, ça n'a pas augmenté mes complexes, ni diminué, ni quoi que ce soit. Parce que là, j'en suis à une étape où mon aspect corporel, je m'en fiche un peu de toute façon. J'avais juste peur, il y a longtemps, d'imaginer ce ventre pousser sans fin. Ça fait quand même un peu mutant. Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre comme truc. Et je disais, ouais, moi, avec ça sur le ventre, oula, non, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, maintenant que ça m'arrive, je trouve ça plutôt drôle même. Et beau, enfin, je sais pas, j'arrive à trouver ça beau. Et c'est... Enfin, surtout la signification derrière, je pense. Mais c'est beau même en soi, je trouve. Donc non, ça n'a pas joué sur mes complexes en tout cas. Non, c'est que du bon pour l'instant. Ouais, c'est chouette. Bon, il y a le chat. Je vais montrer parce qu'on va l'entendre.
Du coup, je trouve c'est rigolo le timing entre ta grossesse et la sortie de ta BD. C'est quand même fou les hasards de la vie. Ouais, bah écoute, je sais pas, j'ai attendu 38 ans et j'ai tout fait la même année. Comme ça, c'est fait. Bam. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Je pense que c'est peut-être pas un hasard, en effet. Ouais. C'est vrai que ça ne peut pas être un hasard. Je sais pas, peut-être que ça m'a donné... Enfin, je sais pas. Je pense que j'attendais aussi le bon moment, très pragmatiquement, d'avoir fait mon premier livre, être sûre de l'avoir fait. C'est vraiment, je voulais vraiment que ce projet-là aboutisse et marche bien. Et tout ça avant de faire un enfant. C'était vraiment un truc... je pouvais pas faire un enfant sans avoir un projet concret qui finit, qui aboutit sur quelque chose, un objet, vraiment. Et c'était un but, et clairement, consciemment. Et l'enfant, oui, là, c'est sûr qu'il est arrivé pile poil le mois où j'avais fini la BD, quoi, vraiment, même le nettoyage des planches, quoi. C'est même pas 2 mois avant, pile poil le même mois, quoi. Donc c'est assez... la fille organisée, quoi. Non, c'est quand même un peu le hasard que ce soit pile poil à ce point-là. Mais ouais, je pense qu'il y a peut-être eu un déblocage aussi, j'en sais rien. C'est bon, c'est fini. On peut passer à autre chose. Ouais. C'est trop mignon. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, c'est tellement mime. À chaque fois, la personne en face de moi, dès qu'elle a fini là, avec un grand sourire, bon bah voilà. Je trouve ça trop mignon. Anaïs, elle faisait ça aussi. Voilà. Peut-être que je vais commencer à filmer. Parce que je trouve ça trop mime. Est-ce que y a quelque chose que tu aurais aimé parler qu'on n'a pas parlé? Question? Non, pas forcément. Moi, j'ai une question. Alors, si, je pense à un truc. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le milieu de la bande dessinée? Alors, tu viens du coup d'y mettre un premier pied. Bah ouais, c'est nouveau, donc je vais peut-être pas être la meilleure spécialiste là-dessus, mais en tout cas, moi, j'en ai pas trop pâti. Parce que j'arrive à un point, je pense, où la BD, elle se féminise vachement. En plus, je suis dans la BD alternative quand même. Donc c'est pas... Il y a quand même des boîtes d'édition avec plein de femmes, pas mal de... Enfin, en tout cas, dans mes éditeurs, ils sont très engagés. Camborakis, voilà, c'est la collection féministe de Camborakis, donc je vais pas me plaindre. Il y a tout un groupe, une équipe de femmes hyper actives et engagées, qui sont trop dans la compréhension, même par exemple de ma grossesse. Je parle à la chef de promo, elle sort elle-même d'un congé maternité, donc voilà, je peux pas me plaindre, c'est parfait, je suis comprise et écoutée, et voilà. Mais après, je sais bien que dans la BD, c'est pas pour toutes les femmes le même traitement. Voilà, il y a plein d'éditeurs vraiment old school, qui traitent très mal leurs autrices, etc., voire pire. Donc on va pas dire que ça c'est fini, hein, tout ça, mais en tout cas dans la BD alternative, les petites boîtes et tout, moyenne boîte, ça se passe plutôt mieux, bien même. Donc non, c'est une bonne ambiance, j'ai plein de copines autrices, je sais pas où s'en est des chiffres des autrices, en tout cas en BD alternative, j'ai l'impression qu'il y en a 50-50, voire plus, des femmes. Que ce soit éditeur ou auteurice. Donc j'adore baigner dans ce monde-là, quoi. Je me sens à l'aise, enfin des gens qui me ressemblent, alors que l'art contemporain, tout ça, c'était pas du tout ma came. J'adore peindre et tout ça, mais en fait ça suffit pas, hein. Il faut avoir fait les bonnes études, il faut que le galeriste il te trouve bankable, il faut que les gens aillent jusqu'aux galeries pour voir ton travail. C'était vraiment pas mon truc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça quelques années. J'avais juste besoin de m'exprimer artistiquement, mais après les débouchés, c'était pas ça. Alors que là, il y a tout, quoi. Il y a vraiment l'objet final, le livre, la BD, quand même, il reste accessible par rapport à une œuvre d'art qu'on doit acheter plusieurs centaines d'euros. Donc là, les gens, même s'ils sont fans, ils sont dans une galerie, j'adore ce que tu fais, mais ils peuvent pas l'acheter, en fait, tout simplement. Alors que là, le livre, bah quand même,
l'avoir, et puis parler de ça, le faire dédicacer, et en parler à leurs copains, et peut-être l'offrir. Ça, j'aime bien le côté accessible et populaire de la BD. Ça me correspond vachement plus. Puis les gens, je trouve on se ressemble, quoi, la mentalité globale, en fait. Les auteuristes, des éditoristes, tout ça, ils sont... Je sais pas, on se parle plus simplement, les gens sont accessibles, sympas, je trouve. Il y a une bonne ambiance, quoi, dans les festivals, dans les salons. Je rencontre tout le temps des gens super intéressants. Enfin, j'adore, franchement, c'est le meilleur milieu pour moi, en tout cas, possible. Donc, non, je vais pas me plaindre. Pour l'instant, j'ai pas reçu trop de... J'ai pas ressenti un sexisme latent, des choses qui m'ont empêché. On verra après, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais non, là, ça va. Ok. Et j'ai une dernière question. Oui. Si tu devais dire quelque chose à la petite fille que tu étais, tu lui dirais quoi? La petite Zoé. Je dirais... Qu'est-ce que je dirais? De pas croire que c'est foutu d'avance, qu'elle arrivera à trouver sa place, et que tout change en fait, tout le temps, qu'il n'y a jamais rien de constant. Il faut pas avoir peur de jamais trouver sa place, même si, la grande Zoé a mis son temps pour trouver sa place, elle l'a quand même trouvée, et qu'il faut qu'elle soit rassurée là-dessus. Qu'il faut être patient aussi. Parce qu'elle n'était pas très patiente, la petite Zoé. Et peut-être qu'elle soit moins dans le contrôle de son image et de le regard des autres sur elle. Que de toute façon, les gens, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas à leurs yeux. Il ne faut pas que son bien-être dépende de ça, et il faut plutôt elle s'aimer comme elle est pour affronter le monde, et au pire que ça la fasse bien rigoler si quelqu'un se moque d'elle, je ne sais quoi, ou n'est pas très gentil. Voilà. C'est ce que je dirais à la petite Zoé, je pense. Je pense que c'est des bons conseils. Merci beaucoup. Ah de rien, Delphine. C'était vraiment très chouette et je vous encourage vraiment à lire cette bande dessinée qui est de la bonne vulgarisation scientifique et qui vraiment, je trouve, amène aussi à réfléchir à son propre rapport à l'écologie et à comment on veut faire avancer les choses. Et en plus, c'est une mine d'informations et c'est à la fois écologique et féministe. Et ça, on aime bien les deux. Merci beaucoup. De rien, merci à toi Delphine. Encore un grand merci à Zoé pour cet entretien riche en confidences. Vous pouvez retrouver son travail sur ses réseaux sociaux que je vous mets en note du podcast. Je vous mets également un lien si vous souhaitez vous procurer la BD Les Faits Scientifiques. Vous pouvez également la trouver en librairie. S'il vous reste un dernier cadeau à trouver, je vous recommande chaudement cet ouvrage que pour ma part, j'ai vraiment adoré. Je vous en parlerai plus en détail sur ma page Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucun épisode, de laisser un commentaire et de le partager si le contenu vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et me contacter soit via les réseaux sociaux ou bien sur l'adresse mail delphine.robinpro@gmail.com. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour poursuivre le voyage et rencontrer de nouvelles femmes.